deux petites questions. La première, je la pose à tous les intervenants. Nous vous avons bien suivi. Mais vous ne chutez pas. Tout le monde se plaint, et vous ne chutez pas. Vous devez nous dire, cette constitution-là de 2006, elle est malade ou pas? Et si elle est malade, on fait quoi? C'est une association de plaintifs. Les gens se plaignent. Les premiers intervenants, il a cité tous les grands professeurs dans la salle. Professeur Bobéli, professeur, tous les professeurs ont été, mais ils sont dans la salle. Vous proposez quoi au pays? Vous proposez quoi au président de la République? Vous proposez quoi au peuple? La Constitution est là. Tous les intervenants, répondez à cette question. Ça, c'est la première question. La deuxième. C'est une question par personne. Ah, bon, oui, la première, c'est à tout le monde. La deuxième, au professeur Joly, mon grand frère. Lui, on a deux questions. Vous avez droit qu'il y a une question pour. Ah, oui. Non, mais je voulais qu'il en ait deux. Je sais pourquoi. J'ai dit c'est là mon grand frère Joly, pourquoi? Parce que je vois le grand frère Joly, il est rapporteur de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire, c'est un élément très très important. Moi-même, j'étais ministre de l'Éducation avec le Parlement et je connais comment on peut faire pour faire avancer les choses. Et dans la salle, il y a les doyens de la faculté de droit. Les doyens, même les doyens risquent d'être sur la liste des plaintifs. Alors, pourquoi, je dis ça au professeur, pourquoi il n'arrive pas d'abord à l'Assemblée nationale à avoir une commission? J'ai vu dans la salle, même le conseiller principal du chef de l'État, mon frère Moulumba, est dans la salle. C'est une très bonne chose. Pourquoi vous n'arrivez pas jusqu'à présent à dégager une commission, un bureau d'études pour réfléchir concernant l'affaire de la... Aujourd'hui, nous sommes le 18 et on va attendre une année encore l'autre anniversaire pour qu'on se retrouve. Je pense qu'en sortant de cette salle, je dis ça aux professeurs et rapporteurs, pourquoi ne pas dégager ne plus qu'une commission d'études avec les professeurs, les autres et les membres de l'Assemblée pour qu'on puisse déjà dégager et réfléchir sur l'avenir de notre constitution et pour que le pays aille de l'avant et qu'on propose au chef de l'État quelque chose de cohérent. Au lieu de nous amener des discours, maintenant c'est votre nom. Oh non, celui qui n'est pas constitutionnaliste, on a dit à la télévision en train de parler. Nous sommes là, vous êtes là, les grands professeurs. Dégagez-nous et on avance. Merci. Merci. Alors on va conclure s'il vous plaît. Je suis président national du Forum d'initiative pour les communautés locales. Cette structure réunit les chefs coutumiers, les notables et tout celui qui appartient à une communauté locale. Je crois que même quand vous êtes ici, chacun de vous appartient à une communauté locale. Nous, chefs coutumiers, maintenant ici, nous avons suivi toutes les interventions de ces professeurs qui sont là. Les mêmes interventions que font les politiciens. Comme il y a mon fils qui est là-bas qui a dit, nous sommes dans un pays de plaintifs. Les professeurs sont des plaintifs. Nous avons déjà dit ceci. Cette constitution doit être changée. Nous, chefs coutumiers. Cette constitution doit être changée. Parce que cette constitution, d'abord, nous, chefs coutumiers, on ne se retrouve pas. Nous n'avons même pas notre institution officielle. 2. Cette constitution ne permet pas au chef de l'État de pouvoir travailler convenablement. Le chef de l'État n'a pas beaucoup de pouvoir dans cette constitution. Or, la constitution qui est faite sans tenir compte de la coutume, des aspirations du peuple,
Mais cette constitution ne peut pas marcher. La constitution ne peut pas marcher. Vous parlez de la gouvernance, vous parlez des corruptions, de ceci. Est-ce que coutumièrement, on accepte la corruption? Non. Est-ce que coutumièrement, on accepte les vols? Non. Vous volez, on vous frappe. Vous faites n'importe quoi, on vous frappe. Et cette constitution ne donne pas beaucoup de force au chef de l'État pour que le chef de l'État puisse frapper au moment où il faut frapper. Il faudrait qu'on change la constitution. Je suis très content parce que toutes les interventions qui sont là-bas confirment notre conviction, confirment ce que nous avons décidé. Parce que tout le monde a dit, il y a des difficultés, il y a ceci, il y a ça, il y a... Vous confirmez tout ce que nous avons pris comme décision. On doit changer la Constitution. Mais vous dites pourquoi? Et vous ne suivez pas tout ce qui se passe. Quand vous dites pourquoi? Pourquoi vous ne voyez pas? Aujourd'hui ici, on vient de dire ici, si le gouverneur commet une infraction, est-ce que le chef de l'État peut le sanctionner immédiatement? Non. Ça ne donne pas beaucoup de pouvoir au chef de l'État. On doit changer la Constitution. Merci. Ok. Doyoki va professeur va passer un discours. Non réponse. Il y a un chef coutumier, il y a des bonamisos. Makamoussous, tu as vu Koloba, Makamoussous. Ils ont dit qu'il faut clair. Comment ils sont malades, comment ils sont en danger. Ils vont couper les courants dans le délestage. Ils vont couper beaucoup facilement. Ils vont détruire les missions de Kinshasa. Vraiment, Sinel, on va prendre les sénateurs Loni. Ça, c'est pas une question. J'ai suivi les intervenants et ça a été très éloquent. Je suis très heureux de retrouver mon professeur aujourd'hui, le professeur Kangoulouba, mon professeur de droit des biens. Et nous sommes très honorés parce que c'est notre université aujourd'hui. Les gouverneurs de province, intestables, c'est le chef de l'exécutif provincial. Et vous avez la première institution provinciale qui est l'Assemblée provinciale. Et le défi, c'est de dire, est-ce que nous voudrions avoir des provinces stables où il faut s'accrocher à la démocratie? Parce que c'est quand même des avancées très importantes. Après, il faut réfléchir sur une constitution, sur le droit. Le professeur lui-même vous a dit c'est un dilemme. Ça veut dire que c'est une question qui doit être prise au sérieux. Au plus haut niveau des institutions, parce que je parlais de la stabilité des institutions en province. Je vois l'Assemblée provinciale, qui est la première institution, et le gouvernement provincial. La réflexion tourne autour de la situation actuelle de notre constitution par rapport aux institutions provinciales. On vous dit que les provinces sont instables parce que les assemblées ne travaillent pas correctement. Les autres vous disent non, les provinces sont instables parce que les gouverneurs ne travaillent pas correctement. Les autres disent non, le chef d'État doit avoir la possibilité de sanctionner directement les gouverneurs. Les autres disent oui, il faut que la justice soit faite. Tout ça, il faut revenir sur la démocratie parce que, conformément à la loi, les institutions provinciales sont finalement contrôlées par les institutions provinciales. Je voudrais dire que les contrôles doivent être faits par l'Assemblée provinciale. Même pour les membres du bureau, les mêmes contrôles peuvent s'étendre et c'est comme ça que nos textes actuels légaux sont organisés. La réflexion aujourd'hui, c'est de dire est-ce que dans l'état actuel de la Constitution, notre situation de nos provinces n'est pas les germes des conflits. Vous avez suivi les intervenants, l'un ou l'autre, pour ne pas dire les uns aux autres, ont réfléchi et la tendance est de dire qu'il faut arriver à ce que nos provinces soient gérées par les vrais commis de l'État qui devraient être choisis
pas les chefs de l'État, même si les gens ne le disent pas clairement. L'occasion faisant les larrons, vous êtes candidat pour l'élection de province de Sankourou. Avez-vous un mot à dire à tous Sankourouis qui auront l'occasion de vous suivre à ces jours? Nous ne sommes pas encore en campagne. L'honorable sénateur Gilles Lodi Emongo n'est pas nouveau dans la société congolaise. Son action a été marquée finalement dans l'esprit de nos compatriotes du Sankourou. Il n'a jamais eu une action parfaite. Le monde vit de la perfection. Eh bien, c'est ce qui va être fait à l'avenir. Le moment venu, je vous dirai les grandes lignes qui portent sur ma carrière. Merci. 20 ans après, une hybridation compromise pour l'interrogation. Alors, sur ce point, nous avons divisé notre intervention en 3 grands points. Le premier point, c'est d'abord fixer le cadre théorique pour donner les fondements à la fois axiologiques et philosophiques de cette architecture hybride. Dans un deuxième point, nous allons voir comment cette hybridation, la partie perspective, qu'elle fait. Alors, nous savons tous, et les éminents co-intervenants l'ont dit, que la Constitution du 18 février 2006 n'est pas d'un en principe, ce texte juridique représente un moment symbolique majeur dans l'histoire de notre développement. Cette de guerre, de fragmentation, d'occupation de notre pays, pratiquement après l'année 97 qui a vu arriver. Finalement, nous avons une constitution de transition en 2003 et cette transition de 2003 va nous amener, n'est-ce pas, à la notion de délit l'autorité normative et d'inscrire la nation dans une trajectoire d'un état de droit démocratique. Des ambitions nobles. On dit dans cette constitution, dans ce que nous appelons les 7 pages sacrées de cette constitution, il était question d'assurer les fonctionnements harmonieux des institutions, éviter les conflits, garantir la bonne gouvernance, instaurer l'état de droit, contrer toute dérive dictatoriale, etc. Assurer même l'alternance politique. Donc, cette constitution, avec ses ambitions nobles, va adopter l'hybridation. C'était d'abord au niveau de la forme du gouvernement. Là, on a opté pour un régime mi-présidentiel où le président est élu au suffrage universel avec suffisamment de pouvoir qui font de lui un vrai chef d'exécutif et un premier ministre issu de la majorité de la coalition parlementaire qui, n'est-ce pas, assure la gestion quotidienne de l'État avec des voix qui déterminent même avec l'accord ou l'appui du président la politique, il conduit la politique de la nation et il est responsable. Donc on voulait combiner à la fois une légitimité forte du président et une responsabilité, n'est-ce pas, vaste ambition, qui dans la pratique, on va le voir, va poser des problèmes parce que la majorité des notions politiques fluides, on peut glisser vers un présidentialisme démodé, comme on peut aller dans une cohabitation qui peut arriver à des changements de majorité en plein exercice des cycles électoraux. Ce n'est pas l'objet de notre question ici. Ici, nous voulons voir la deuxième hybridation qui est une hybridation au niveau, non pas horizontal, au niveau vertical. En effet, cette constitution qui se veut un instrument
des compromis, veut résoudre un problème permanent de la logique qui va structurer la fondation de cette architecture, soit cette architecture hybride qui convoque les éléments à la fois du fédéralisme, qui assure l'autonomie notamment politique de ce qu'on appelle le province, mais cette autonomie politique évolue dans un cadre d'un État non pas unitaire, asseoir cette entité. L'objectif donc de cette hybridation, 6 provinces de type de l'époque coloniale à 11 provinces de la Deuxième République, à 26 provinces qui se basent essentiellement sur les anciens districts. L'objectif encore ici est noble: rapprocher l'administration des citoyens, neutraliser les dynamiques sécessionnistes, créer des centres d'impulsion pour le développement, 26 centres, y compris la constitutionnelle assez spécifique, qui a fait ses preuves en Italie ou en Espagne, et qui sera donc lancé en 2006. Mais très rapidement, l'honorable député, excellent socio-gouverneur Léo Koussou a plutôt fait une réflexion à l'intention de tous. Il n'a pas posé de questions sur la remercie pour ces éléments issus du terrain. Alors, Madame Frida Atala a posé une question. Il a dit que la décentralisation date de l'époque de Mobutu. La décentralisation date à l'époque de Mobutu, pas 91, déjà 80. Je fais ma courte présentation sur le thème qui a été annoncé. La Constitution du 18 février 2006, eschatologie, fin de la migration ou du pèlerinage constitutionnel, ou fin de l'histoire constitutionnelle de la République démocratique du Congo. Il y a des concepts comme l'eschatologie que j'emprunte chez les religieux, chez les théologiens qui nous parlent des temps de la fin. L'eschatologie et le grand soir que j'emprunte chez Karl Marx. Vous avez là également le terme de migration. Migration un peu lorsque l'idée m'est venue de la lecture d'un roman que nous lisions tous quand nous étions encore plus jeunes. Le petit prince d'Antoine de Saint-Exupéry, devant les mirages. Je me suis souvenu de ce livre d'Antoine de Saint-Exupéry. Pèlerinage constitutionnel, je le tire du titre de l'article de 2006, qui a ce mérite pour l'histoire constitutionnelle de notre pays. C'est la troisième à avoir été adoptée par référendum. Après la constitution du 1er août 1964, petite constitution de Louvabourg, et la constitution du 24 juin 1967, dite constitution révolutionnaire, cette constitution qui a connu d'ailleurs plusieurs révisions, dont certaines ne l'étaient pas du tout. Donc cette constitution est la troisième de notre pays à être adoptée par référendum. Et dès le départ, cette constitution a été saluée par certains et critiquée par d'autres. Et le professeur André Bataille de ceux qui l'ont saluée comme étant l'une des meilleures depuis que ce pays a accédé à son indépendance. J'étais bien clair, meilleure pour la loi fondamentale qui était une constitution provisoire d'origine belge, meilleure que le texte de 64 qui n'a pas fait long feu, meilleure que le texte de 67. Mais en disant meilleur, le professeur fonctionnaliste a été parfois mal compris. Le français n'était pas si facile, les gens comprenaient que dire meilleur signifiait qu'on était intouchable, qu'on ne pouvait pas, qu'on ne pouvait rien y toucher. En fait, aucune constitution n'est parfaite. Si les hommes qui sont à la base des constitutions sont eux-mêmes imparfaits et mortels, comment une
constitution saurait-elle être parfaite et immortelle? Cette constitution donc a été adoptée à Saint-Cyr, l'histoire a été développée, mais c'était essentiellement une constitution de crise. C'était une constitution de règlement des crises politiques. À Saint-Cyr, ceux qui l'ont fait, j'ai eu aussi la chance de participer au dialogue de Saint-Cyr, mais ceux qui l'ont fait, c'était les délégués du gouvernement, c'était les délégués des rébellions, c'était les députés des entités, c'était les délégués de Maïmaï, ainsi de suite, et de la société civile. On avait adopté, il y avait un accord inclusif et global qui chapeautait tout. Après, on devait s'entendre sur la Constitution, une Constitution de 2 ans. Cette Constitution mettait en place les institutions de la transition, notamment un gouvernement qu'on appelait un +4, un parlement de transition. Sur le plan scientifique, c'était un livre d'une très grande valeur. Et là, il a résumé un peu les critiques qui étaient faites contre cette Constitution. Il répartissait les critiques entre les puristes, il y avait les puristes, il y avait les contextualistes, il y avait également ceux qui pensaient que cette Constitution était l'œuvre des étrangers. Elle venait de l'étranger, des extrémistes, ou un peu comme l'institution qui dehors. Et dès le départ, certains hommes, déjà au référendum, des partis politiques comme l'UDPS avaient rejeté étaient contre cette constitution-là. Et le président, le candidat de l'UDPS à l'époque, en 2011, promettait de revenir sur cette constitution. Et même récemment, même le président, pendant la campagne des candidats à la présidence de la République, ils avaient également des critiques contre cette constitution, notamment le président de la République élu, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui s'était prononcé là-dessus. Et le fait qu'il ait été réélu avec cette explicitement que le peuple qu'il a élu avait adhéré également aux critiques de cette constitution, ce n'est donc pas surprenant parce qu'il avait fait pendant la campagne. Mais la constitution a eu le 14 mars 2006, 2 semaines après, environ 2 semaines après la promulgation de la Constitution, la CENCO est entrée dans l'histoire de ce pays comme la première organisation à demander sa révision. Pour le comité permanent de la CENCO, dans une lettre signée Lévonou et Bâtisson, référence à Néhémie, prophète Néhémie, la CENCO disait que la tâche, l'une des tâches les plus urgentes, et même fondamentale pour garantir l'avenir de notre pays, ça devait être, c'était la tâche pour le premier Parlement de revenir sur cette constitution dans certaines de ses dispositions. C'est la CENCO la première. Et par après, lorsqu'on vous apprend, qu'on vous interdit dans le débat, ça devient un peu plus dur. Donc, des universitaires sont revenus là-dessus, je n'ai pas pour le changement. Mais il faut rectifier. Ce sont les concepts inventés par les doctrinaires que nous sommes. Ce ne sont pas des concepts de TikTok. Et en réalité, quand commence le changement d'une constitution? Quand s'arrête la révision et quand commence le changement, si vous voulez me poser la question, prof, est-ce que c'est la révision ou le changement? Dites-moi, quand commence le changement? À partir de quel moment vous parlez de changement? Je crois que ces débats-là doivent être dédramatisés et que les juristes, les politologues, les sociologues vont devoir descendre dans l'arène pour expliquer quand commence le changement. Qu'est-ce que c'est que le changement d'une constitution? D'ailleurs, les anglophones, ils n'ont pas ce débat. C'est un débat des universités françaises, des francophones. En anglais, changement de constitution, c'est constitutional amendment. Ou bien constitutional reform. Ils n'ont pas ce débat pour moi ici, vous écoutez nos compatriotes, du matin au soir, révision ou changement. Et dans des pays comme la Suisse, la révision peut être partielle ou totale. Et même en Autriche, on vous dit que la révision peut être partielle ou totale.
Où est-ce que vous allez le ramener ce débat? Non, je pense que c'est un débat qui devait être laissé. Van Kabongo, Munangawa Mulumba. Je suis actrice politique. Je suis licenciée en relations internationales et je suis venue décorer le professeur Mbata Mangou pour ses prouesses. Depuis qu'il est secrétaire permanent à l'Union Sacrée est en train de vibrer intellectuellement. Aujourd'hui, il nous a réunis. Il a réuni le professeur, il a réuni les intellectuels de la RDC pour qu'on parle de la constitution de la RDC. Et aujourd'hui, c'est pratiquement donc plusieurs années que la constitution est là. Pour vous, vous pensez à la révision, au changement ou à retoucher seulement les textes? Ouais, je dis ceci, nous devons changer. En partance de l'intervention des papas et jeunes, le professeur est jeune, je l'appelle mon père, vu son âge et vu son expérience politique, une histoire faite par les étrangers ne peut jamais nous conduire. Une histoire faite par les étrangers et qu'on nous a soumis, qu'on nous a donné par force, voilà même les termes. Nous devons changer la constitution. D'ailleurs, le prof jeune a dit ceci, que les Congolais, nous sommes moins sérieux en évoquant trois raisons. Mais moi, je veux aussi ajouter l'article 217 qui démontre que cette histoire nous rend encore moins sérieux. Et peut-être un message en lingala.